Donc effectivement, je vais essayer de résumer cette question indo-européenne qui a très souvent été posée comme un problème de migration généralisée, et je vais essayer de, de rentrer dans les termes du débat. Mais auparavant, je suis obligé de faire deux avertissements parce que mon livre a été beaucoup attaqué faussement de ces deux points de vue. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de famille de langues indo-européennes. Effectivement, les langues dites indo-européennes se ressemblent plus entre elles qu'elles ne ressemblent à d'autres groupes comme les langues sémitiques ou sino-tibétaines. Et deuxièmement, je n'ai jamais dit que, sous prétexte que cette idée avait été détournée par le nazisme, tous les gens qui s'intéresseraient à la question indo-européenne seraient forcément d'extrême droite. Mon livre ne consacre qu'à peine 10% du volume des 800 pages de l'édition de poche au nazisme et aux extrêmes droites contemporaines. Donc, pour rappeler la question, d'où c'est parti, il y a effectivement des ressemblances indéniables entre un grand nombre des langues européennes, mais aussi d'Iran et d'Inde, d'Afghanistan, Pakistan. D'autre part, il y a des ressemblances entre un certain nombre de mythes des différentes religions antiques. Et par rapport à ça, à partir du moment où on en a pris conscience, fin du XVIIIe, début du XIXe, on en a déduit que il y avait forcément un peuple originel qui était parti d'une région originelle et qui parlait une langue originelle, un peu comme, c'est évidemment d'une manière un peu circulaire le modèle qui a été appliqué, celui du latin, qui est en fonction de l'extension progressive de l'Empire romain, a donné lieu à toutes les langues romanes actuelles. Mais qu'au-delà, il y aurait effectivement une communauté de destin des Européens par rapport à cette migration originelle. Alors, juste pour rappel, il y a à peu près la famille linguistique indo-européenne peut se diviser en une douzaine de sous-familles. Des familles importantes comme les langues slaves, c'est la plus grosse famille sur le territoire européen, les langues indo-iraniennes qui en termes de locuteurs sont encore plus importantes, et puis parmi ce qui est bien connu, les langues celtiques, italiques, dont le latin, donc toutes les langues romanes, les langues germaniques, et puis un peu plus restreintes les langues baltes, et puis quelquefois restreint à une seule langue, grec, albanais, arménien, et des langues disparues comme les langues anatoliennes comme le hittite ou le tokarien. C'est des langues très mal connues comme le thrace ou le macédonien. C'est bien que ça couvre presque une grande partie des langues européennes, n'appartiennent pas à cette famille, le basque et les langues finno-ougriennes, hongrois, finnois, lapon, ainsi que les langues du Caucase. Donc ces ressemblances, elles sont notables dans le vocabulaire. Vous avez là sur l'écran les différentes manières de dire la mère et le père. C'est des exemples très classiques. Alors là, les langues indo-européennes aussi, si on les regarde sur une carte avant la colonisation européenne du monde, ben c'est ce que vous avez en bleu, bleu clair pour l'Europe et une partie de la Fédération de Russie, et en bleu foncé avec les langues de l'Iran, de l'Inde, Pakistan, Afghanistan. Mais au cours du temps, on en est arrivé à cette situation où effectivement les langues indo-européennes dominent actuellement une grande partie du monde. Vous avez enfoncé là où elles sont majoritaires, et en vert clair où elles sont minoritaires, mais elles servent de langue véhiculaire, notamment dans une grande partie de l'Afrique. Donc vous voyez qu'il n'y a que deux blocs qui échappent à cette domination linguistique, les langues sémitiques et en particulier l'arabe, et puis les langues
de l'Asie orientale, notamment sino-tibétaine, hein, chinois et apparentés. Si on prend maintenant d'un point de vue historique, là sur ce tableau emprunté au livre de James Mallory, vous avez en horizontal les dates de moins 1500 à plus 1500, et puis vous avez ces différents groupes. Donc on connaît les trois langues indo-européennes les plus anciennement connues remontent à moins 1500. Il s'agit du grec mycénien, de l'indien des textes, le sanskrit, des textes védiques, et enfin du hittite, donc dans les langues anatoliennes. Donc c'est pas les plus anciennes langues connues, puisqu'on connaît les langues de Mésopotamie, sumérien, akkadien ou l'égyptien ancien à des dates antérieures de plus d'un millénaire, presque deux millénaires. Mais néanmoins, ces trois langues indo-européennes les plus anciennement connues sont déjà suffisamment différentes l'une de l'autre pour que s'il y a éclatement, migration, etc., ça remonte notoirement au-delà de moins 1500. Alors une autre manière d'approcher le problème, c'est là où historiquement on peut situer des peuples parlant des langues indo-européennes, et donc c'est à partir de l'époque la plus ancienne, donc les Grecs et les Hittites et le sanskrit pour l'Inde qui n'apparaît pas sur la carte. Et puis grâce au texte gréco-romain, on peut situer les Celtes et les Germains et les Macédoniens. Et puis, on a un certain nombre d'hypothèses sur les Baltes et les Slaves déjà plus lointains. Alors, cette idée migratoire, on peut remonter jusqu'à Leibniz, le philosophe, au début du XVIIIe siècle, qui déjà faisait l'hypothèse que ces peuples italiens venaient des bords de la mer Noire, et c'est assez intéressant parce que vous allez voir que pendant 3 siècles, à chaque fois avec des motifs, des raisons différentes, on va toujours retomber sur ces steppes de l'Europe orientale, parce que à la fois c'est aussi, à part le modèle romain, le modèle sous-jacent des invasions dites barbares venues de l'Est, et c'est des régions un peu pas très connues, un peu sinon mystérieuses, du moins pas très définies. Alors pour les linguistes ou historiens anglo-saxons, l'origine de cette idée indo-européenne, ça serait une phrase dans une communication d'un juriste anglais, une société savante de Calcutta en 1786, où il dit qu'il y a effectivement des ressemblances entre le latin, le grec et le sanskrit, le germanique, le celtique, et que donc ça fait penser qu'ils auraient dû jaillir d'une source commune qui peut-être n'existe plus. Alors, on dit c'est lui qui l'a découvert. En fait, ces ressemblances avaient commencé à être vues entre langues différentes dès la Renaissance. Et puis, on oublie toujours de lire jusqu'au bout la communication de Sir William Jones, qui dit que les hindous ressemblent aussi aux Éthiopiens, aux Égyptiens, aux Phéniciens, aux Grecs, aux Étrusques, aux Scythes, aux Chinois, aux Japonais. Bon, en gros, ça serait ce qu'on appellerait maintenant un fou scientifique. Donc, ça fait partie un peu du mythe scientifique chez nos collègues anglais et américains, mais ça ne repose pas sur grand-chose, d'autant plus qu'il n'y a pas de démonstration linguistique, philologique au-delà de cette affirmation. Donc en fait, les premières études réellement scientifiques commencent avec
au 19e siècle avec Franz Bopp, un érudit allemand, et il y aura 3 générations de savants allemands tout au long du 19e siècle qui vont vraiment poser les fondements de ce qu'on va appeler la grammaire comparée des langues indo-européennes, et c'est de là que sortira au début du XXe siècle la linguistique en général, hein, mais qui va d'abord partir de l'étude des langues indo-européennes. La deuxième génération, c'est des gens comme August Schleicher, qui va être le premier à oser tracer un arbre, justement, avec cette idée d'un point origine et d'un arbre généalogique de l'ensemble des langues indo-européennes qui proviendrait forcément d'un point origine. Et ça va être le premier, justement, à écrire une fable en indo-européen reconstitué, puisque si on va comparer, comme vous avez vu tout à l'heure, les différents mots pour la mère et pour le père, eh bien, on va faire la même chose pour le mouton, les chevaux, etc. Et il va essayer d'écrire cette petite fable en indo-européen sur laquelle je reviendrai à la fin. Donc, comment est-ce qu'on va faire, puisqu'on va être pris dans ce modèle migrationniste à partir d'un peuple unique, comment on va faire pour localiser le point origine? On va utiliser ce qu'on va appeler la paléontologie linguistique, c'est-à-dire que si on a un mot dans les différentes langues qui désigne dans les différentes langues une entité particulière, naturelle en particulier, par exemple, comme ici le mot pour le être, qu'on va retrouver aussi bien en latin que dans les langues germaniques ou slaves, ça veut dire qu'il y avait des êtres dans la patrie originale. Donc là, on va combiner effectivement sur cette carte, empruntée là aussi à James Mallory, archéologue anglais, irlandais, les endroits où il y a telle ou telle entité naturelle, donc le châtaignier, le castor, le saumon, ou au contraire où il n'y a pas l'entité en question. Et on va arriver à une image extrêmement confuse et contradictoire. Là, vous avez cercler les différentes régions et à chaque fois de la même couleur le nom du savant qui a proposé l'endroit d'origine des Indo-Européens. Donc vous voyez qu'à peu près tout a été proposé, même jusqu'au delta du Nil, tout en bas de la carte. Alors, est-ce qu'il y a une logique dans cette reconstitution de la patrie originelle, Urheimat en allemand, je dis en allemand puisque à l'origine, pendant un siècle, c'est une science allemande. Au début, comme on découvre l'Inde, qu'on va parler d'une sagesse des hindous, comme Friedrich Schlegel, que c'est William Jones qui fait cette conférence en Inde, comme c'est les ressemblances entre le sanskrit, le grec et le romain qui va inspirer. Il y a une fascination de l'Inde, donc on fait venir au début, on pense que la patrie originelle, c'est l'Inde. Et puis, plus on découvre l'Inde, plus ça semble quand même relativement éloigné de l'idée que les Européens se font de leurs origines. Donc, on commence à se déplacer. Et l'inventeur de la paléontologie linguistique, qui est cet érudit suisse Adolphe Pictet, commence à se déplacer vers les steppes d'Asie centrale et va néanmoins faire une description très romantique. C'est une origine qui est assez proche de ce que décrit le poète latin Virgile sur ce que pouvait être la vie paysanne idéale dans les débuts. Et puis, à la fin du 19e siècle, on retrouve un peu Leibniz, donc on commence à les placer toujours dans les steppes, mais cette fois dans les steppes de l'Europe, donc l'Ukraine actuelle, notamment un philologue allemand très érudit, Otto Schrader, qui, sur des bases uniquement philologiques,
dit ils sont dans les steppes, notamment parce qu'il n'y a pas de mot commun pour l'ensemble, pour les arbres entre les langues d'Europe et les langues de l'Inde et du Pakistan, donc ça devait être une région sans arbres, etc. Mais finalement, toujours à la fin du 19e, certains savants allemands vont dire non, non, la vraie patrie, c'est la Scandinavie, les bords de la Baltique, le nord de l'Allemagne. Et de fait, depuis le début du 19e siècle, en Allemagne, on utilise plutôt le terme de indo-germanisch, indo-germain, pour désigner les Indo-européens. Et jusqu'à il y a très peu de temps, et encore en partie maintenant, les départements d'études indo-européennes s'appelaient indo-germanistique dans les universités allemandes. Alors, pour maintenant dire où on en est, avec cette idée un peu de rapatriement progressif de l'Inde jusqu'à l'Europe du Nord, effectivement, il faut deux choses. Il faut mettre en évidence d'un point de vue archéologique un phénomène de diffusion. Par exemple, archéologiquement, on peut montrer que l'empire, à partir du Latium, l'Empire romain s'est étendu. Si on cartographie chronologiquement les objets, les amphores, les théâtres, les amphithéâtres, etc., romains. Mais deuxièmement, parce que des migrations, il y en a eu de temps en temps, il faut montrer que c'était effectivement indo-européen, ce mouvement. Et si on refait plus le détail et qu'on se contente de voir l'état actuel au jour d'aujourd'hui qui est proposé, on a trois localisations: la Scandinavie, le Proche-Orient et les steppes de la mer Noire. Donc ici le Proche-Orient, ici les steppes de la mer Noire ou la Scandinavie. Alors, je commence par la Scandinavie parce que c'est le moins crédible. Ça a été développé fin 19e, début 20e par le professeur de préhistoire à Berlin, Gustav Kosina, qui va en fait être un des inspirateurs du nazisme, même si par chance, si j'ose dire, il meurt juste avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Donc voilà comment ils se représentent les choses, donc les Indo-Germains qui partent de ce berceau et qui vont en 14 flèches coloniser ces différents territoires où on trouve maintenant les langues indo-européennes, mais malheureusement aussi s'abattardir au contact des indigènes, et ça va effectivement donner le programme du nazisme. Il faut restituer la pureté originelle des Indo-Germains. Alors, cette idée n'est pas que baroque et périmée, parce que vous avez eu deux que sais-je constamment réédités par le linguiste Jean Audry de l'université de Lyon 3, qui revendiquait cette origine nordique, qui explique dans son que sais-je que les Indo-Européens étaient grands blonds aux yeux bleus, et qui cite, comme vous voyez en bas, un des principaux raciologues de l'époque nazie. Ici, comme ici, Günther, die nordische Rasse bei den Indo-Germanen, etc. Ce livre n'est plus édité par les presses universitaires de France, mais a été réédité par des presses d'extrême droite. Et effectivement, Jean Audry, vous avez là à droite sur la photo, appartient à ce mouvement Terre et Peuple d'extrême droite que vous pouvez aller consulter sur le site. Et toute cette idée de l'origine nordique est très présente sur différents sites internet d'extrême droite, dans toutes les revues de ce qu'on appelle la nouvelle droite, ce qu'on appelait la nouvelle droite plutôt dans les années 70, avec leur leader Alain de Benoît. Ça avait été repris par un ancien ministre de l'Intérieur dans les années 70, qui, comme vous voyez, les Indo-Européens, dont l'esprit d'invention les a menés des bords de la Baltique jusqu'à la Lune. C'était le ministre d'État, le numéro 2 du gouvernement sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing.
Alors ce linguiste animait même un centre d'études indo-européennes qui a été dissous à la suite de rapports et toute une série d'attaques a été menée notamment par Jean Audry ou par Alain de Benoît contre mon livre dans des différentes revues d'extrême droite. Je ne vais pas m'appesantir dessus, c'est juste pour vous le signaler. Donc la revue Éléments, donc toute une série d'articles remettant en cause mon livre, la nouvelle revue d'histoire où là j'avais obtenu un droit de réponse, la revue Éléments notamment avec, vous voyez en bas, dans la télévision d'extrême droite, TV Liberté, Jean Audry, Alain de Benoît et un linguiste amateur qui s'appelle Xavier Delamarre. Voilà, quelques autres exemples. La revue Nouvelle École, la revue Valeurs Actuelles, où à chaque fois on a accusé mon livre, il y a eu des attaques sur le notice Wikipédia, j'ai dû demander des médiations, etc. Donc je ne vais pas m'apesantir plus là-dessus, mais en même temps on ne peut pas non plus faire l'impasse sur cet aspect des choses. Donc là, j'écris noir sur blanc que effectivement le nazisme c'est un des aboutissements possibles de l'hypothèse indo-européenne, mais évidemment ce n'est pas le fondement. Mais ça doit rendre évidemment relativement attentif quand on réfléchit sur cette question. C'est pas une question qui est entièrement neutre de pure érudition. Donc je passe à la deuxième hypothèse, justement les steppes de la mer Noire, au nord de la mer Noire, hein, l'Ukraine et le sud de la Russie, donc fameuse citation de Leibniz, repris par Schrader. Dans les années 30, c'est repris par un éminent archéologue anglo-australien, Gordon Childe, qui était plutôt de gauche, donc qui n'est pas du tout soupçonnable d'intérêt politique particulier, mais qui avait retenu cette idée parce qu'elle lui paraissait la plus plausible, même si reconnaissait que l'hypothèse germanique de Gustav Kossinna était la plus élégante, disait-il à l'époque. Donc cette idée va être reprise ensuite à partir des années 70 par une archéologue lituano-américaine, Maria Gimbutas, qui va donc ici mettre le foyer originel, vous voyez, au nord de la mer Noire et de la Caspienne, et va appeler Kourgan ce peuple originel, c'est le nom des tumulus funéraires dans ces régions, et va distinguer comme ça une série de vagues progressives à partir de cette région. Alors, Maria Gimbutas est très connue aussi pour avoir développé l'idée que, comme les figurines au paléolithique, au néolithique sont, au moins au début du néolithique, sont essentiellement féminines, l'idée qu'il y avait à l'origine des sociétés matriarcales et que ça serait ensuite une invasion des Indo-Européens depuis les steppes qui aurait transformé l'Europe, la Old Europe, comme elle disait, matriarcale, en une Europe brutale et patriarcale. Ce qui lui permettait, puisqu'elle enseignait en Californie, justement, de ne pas apparaître comme ressortant des vieilles théories un peu marquées par le nazisme, ou au contraire en faisant une hypothèse plutôt féministe, entre guillemets, qui y avait une culture européenne, du néolithique européen pacifiste, comme il est écrit là sur ce schéma qui lui est dû, Peaceful, Art-Loving Woman Creatress, et qui a été envahi par les pasteurs nomades indo-européens venus des steppes. Gimbutas n'a fait que quelques articles et ça a plutôt été développé par un de ses principaux disciples, James Mallory, que j'ai déjà mentionné. J'avais fait la révision de la traduction en français de son texte, mais qui est en même temps un archéologue extrêmement honnête et qui, quand on ne peut pas dire plus, reste extrêmement prudent. Alors,
Donc, dans cette hypothèse, les Indo-Européens, ça serait ces populations des steppes qu'on appelle aussi la culture des tombes à fosses, Yamnaya Kultura, donc en russe, qui fait que maintenant, très souvent, on dit les Yamna, ce qui n'a pas grand sens. Yamnaya, c'est l'adjectif fait sur Yama, la fosse, mais bon, c'est le terme qui s'est répandu progressivement. Donc voilà à quoi ressemble cette culture des tombes à fosses, avec des tombes à fosses, parce que les chefs importants sont enterrés des fois avec un char à 4 roues au fond d'un puits profond recouvert par un tumulus, et voilà à quoi ressemble leur poterie. Et on trouve aussi dans ces régions des stèles funéraires représentant des guerriers en armes, qu'on va retrouver des statues un peu ressemblantes dans différents points d'Europe qui serviraient donc à asseoir cette idée d'une migration. Donc en simplifiant le schéma de Gimbutas, voilà ce que donnerait l'hypothèse steppique. Le problème néanmoins, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas d'argument archéologique pour, au moins dans le matériel archéologique, dans la culture matérielle, pour voir arriver ces populations steppiques en Inde et au Pakistan. Je ne vais pas commenter cette carte archéologique, ça prendrait un peu de temps, mais vous aviez les gens des steppes ici, et ils seraient censés arriver là, mais on ne trouve pas du tout leur culture matérielle. Néanmoins, dans la plupart des livres de seconde main que vous publiez en Europe reprennent cette hypothèse des steppes. Là, je vous en ai montré 4 qui sont donc vulgarisent cette idée d'une origine steppique, et c'est le cas de certains livres également, notamment américains, comme celui de David Anthony que vous avez ici à droite. Je reprendrai l'hypothèse steppique un peu plus loin quand j'aborderai les questions de la biologie. Troisième hypothèse, celle qui fait coïncider une migration qui, elle, n'est mise en cause par personne, qui est l'arrivée du néolithique, c'est-à-dire de l'agriculture sédentaire à partir du Proche-Orient, à partir du 6500-6000 avant notre ère. C'est une hypothèse aussi ancienne qui remonte au 19e siècle, mais qui a été popularisée par Colin Renfrew, qui est un archéologue britannique très, très célèbre, et voilà son petit livre traduit en français. Donc c'est l'idée que le néolithique, l'agriculture sédentaire dans nos régions apparaît au Proche-Orient, crée un boom démographique qui va faire que une partie des pionniers agriculteurs surnuméraires vont peu à peu coloniser l'ensemble de l'Europe d'une part, et partir également vers l'Inde d'autre part. Alors ça s'est appuyé aussi sur ce qu'on appelle les études phylogénétiques, où on va comparer cette fois sur ordinateur les ressemblances de vocabulaire entre langues pour fabriquer des arbres, et pour essayer de dater ces déplacements de population. Cette hypothèse pose un certain nombre de problèmes. Dans mon livre, il y a un chapitre entier pour montrer toutes les difficultés, notamment effectivement cette migration est indéniable, mais archéologiquement, mais symétriquement, en quoi est-elle indo-européenne? Alors, comme je disais d'entrée, ces idées migratoires, quel que soit l'un des 3 points origine, reposent sur des modèles historiques, et qui est principalement le modèle romain. À partir d'une petite région autour de Rome, le Latium, petit à petit, cette population va conquérir un immense empire de 2 millions de kilomètres carrés et faire se développer, imposer sa langue, dont vont être issues toutes les langues romanes actuelles.
Néanmoins, la situation est un peu plus compliquée, puisque si on prend la position des langues romanes actuelles, elle ne coïncide pas du tout avec l'Empire romain, puisque dans les Balkans, c'est le grec, et puis après les langues slaves qui sont arrivées un peu plus tard. Et en revanche, vous avez des langues romanes dans d'autres régions du monde par des phénomènes de conquête. Alors, l'autre problème, c'est que l'Empire romain, d'un point de vue archéologique, vous ne pouvez pas le manquer. J'ai fouillé en différents points d'Europe. À chaque fois, il traîne toujours quelques morceaux de poterie, monnaie, etc., romaines. Et donc, même si on n'avait aucun texte, on saurait que il y a une population qui peu à peu a étendu son emprise. Mais on ne trouve rien de comparable jusqu'à présent sur le plan archéologique. C'est pour ça que certains des les années 30, au fur et à mesure que l'archéologie se développait et ne trouvait rien, on fait une autre hypothèse, c'est-à-dire le modèle conquistador, non plus le modèle romain, mais conquistador. C'est-à-dire qu'une poignée de soldats espagnols ont conquis l'Amérique ont mis à bas les empires aztèques et incas avec très peu de monde. Donc c'est l'autre modèle possible, une élite guerrière qui part à la conquête d'un vaste empire. Le problème de ce modèle, c'est que si vous prenez les Francs, effectivement, là je suis en train de parler du français, l'empire néanmoins de Clovis ne coïncide d'une part pas vraiment avec la France actuelle, mais surtout plus personne, la langue que je suis en train de parler, le français, est comme vous savez, une langue romane. Pourquoi? Parce que cette élite militaire, à peu près 100 000 guerriers, on pense, eh bien, elle arrive dans un pays de pas loin de 10 millions d'habitants qui parlent le gallo-romain et elle va se faire entièrement aspirer, elle va disparaître. Et on a à chaque fois tous les exemples d'élites guerrières qu'on connaît historiquement, eh bien, elles se font absorber. Alors, si on prend les Vikings, vous voyez tout le territoire conquis par les Vikings, notamment en Angleterre et côte française, la fondation du premier État russe, eh bien en fait, personne ne parle de langue scandinave dans ces régions. Donc ce modèle conquistador n'est pas très satisfaisant non plus. On peut prendre toutes sortes d'exemples, ce qu'on appelle les proto-bulgares qui conquièrent la Bulgarie au 7e siècle de notre ère, disparaissent dans la masse des Slaves, etc., etc. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la mythologie comparée, mais simplement la mentionner. C'est les travaux d'un grand spécialiste des religions, Georges Dumézil, parce que ça nous emmènerait un peu loin, mais il repose aussi sur cette idée d'Indo-Européens venus de quelque part et qui expliquerait les ressemblances dans les religions, le fait qu'on aurait trois grandes fonctions magico-religieuse, la force et le travail, et qu'on retrouverait dans un certain nombre de mythologies ou d'histoires mythologiques. Je m'étends pas, je veux juste vous signaler qu'on peut montrer que on a aussi bien des mythologies qui rentrent dans le schéma de Dumézil, mais d'autres qui ne rentrent pas dedans, bien qu'elles soient parlées par des peuples qui sont locuteurs de langue indo-européenne, et qu'on a aussi l'inverse. Donc, je vous signale au passage, parce qu'on ne peut pas parler de tout, et qu'on des exemples de mythes grecs, par exemple, qu'on va retrouver au Japon, comme ça a été montré par Pierre l'évêque. Ce qu'on peut montrer en revanche, c'est que dans cette Europe de l'âge du bronze, deuxième millénaire avant notre ère, on a des tas de circulation de biens de prestige. Là, vous avez ces exemples de circulation d'épées, de matériaux précieux
et que donc on ne peut pas exclure non plus que des mythes, des récits mythiques, des épopées aient circulé en même temps que tous ces biens de prestige, cet intérêt pour le soleil, etc. Alors j'en viens maintenant à l'aspect biologique. À partir de la fin du XVIIIe siècle apparaît l'idée de race en même temps qu'effectivement le modèle biblique, Adam, père de tous les humains via Noé et ses fils, eh bien est remis en cause. La Bible baisse en crédibilité et on commence à élaborer l'idée de races différentes et donc d'une polygénèse, comme on dit quelquefois, des races avec des gens comme Paul Broca et un peu à front renversé parce que c'était plutôt des laïcs libres penseurs qui s'opposent, qui défendaient le racisme contre le christianisme qui lui était pour la monogénèse de l'ensemble des humains. Donc on va définir toutes sortes de races, y compris ici, vous voyez une race juive, une race gitane pour la France, et ça va être ça va développer le racisme dit scientifique avec en France Arthur Gobineau, puis Georges Vacher de la Pouge. Ça s'est abandonné, cette idée de race s'est abandonnée assez vite dans un certain nombre de pays, 19e, fin 19e, début 20e, mais en France, par exemple, il y a des gens comme Valois qui vont continuer jusqu'au tout début des années 1980 à mesurer les crânes et essayer de trouver des races. Maintenant, plus personne de sérieux n'y croit, et évidemment, les gens n'ont pas la même tête sur Terre, et notamment la couleur de peau, elle varie avec l'ensoleillement. Plus vous êtes dans une région ensoleillée, plus vous avez intérêt à avoir une peau sombre. Et inversement, dans une région peu ensoleillée, et par ailleurs, effectivement, les mariages dans une région où les gens bougent peu vont favoriser des ressemblances, mais on peut toujours aller de chez les Inuits jusqu'en Afrique du Sud sans trouver jamais de frontières claires. Alors, cette approche biologique a été renouvelée depuis quelques années par la génétique. Là, vous voyez une équipe franco-russe en 2009 qui proclame « On a retrouvé les Indo-Européens » en 2009, mais ça s'est surtout développé à partir de 2015, notamment par cet article-là de Hack et David Reich, donc de laboratoire de Jena travaillant en commun avec un laboratoire de Harvard, où on analyse un certain nombre de vestiges, enfin de squelettes, puisque maintenant on peut retrouver de l'ADN ancien, du moins dans les régions plutôt froides, et à partir de ces ressemblances génétiques vont tracer une grande flèche partant de ces populations dites des tombes à Fos, la Yamnaya Cultura, et se transformant en une autre culture archéologique dite la céramique cordée, et expliquant l'essentiel des migrations indo-européennes. Alors cette céramique dite cordée, elle occupe effectivement au troisième millénaire avant notre ère, disons entre 3000 et 2500 pour faire vite avant notre ère. Elle occupe un grand quart nord-ouest de l'Europe. Donc elle s'appelle cordée parce que les poteries sont décorées par impression de cordelettes sur la pâte fraîche avant cuisson. Et donc, si je fais grâce de la démonstration, mais on peut montrer que effectivement, si on prend des populations, ça c'est l'analyse des correspondances en fonction des ressemblances entre chaque individu, chaque point est un individu, et bien qu'il y a des ressemblances, une certaine proximité entre les populations dites Yamnaya et les populations de la céramique cordée. Ce qui était intéressant néanmoins, c'est que les auteurs divisent en gros le patrimoine génétique des Européens actuels en trois. Ceux qui
là, en bas, vous avez les populations anciennes et en haut, les populations contemporaines, actuelles. En orange, le patrimoine génétique qui vient des agriculteurs du Proche-Orient. En bleu, le patrimoine génétique qui sont les indigènes chasseurs-cueilleurs descendants des gens de Lascaux, Chauvet, du Paléolithique. En bleu, donc, ceux qui vont être colonisés, si j'ose dire, par les gens du Proche-Orient, et en vert, les populations qui viennent des steppes génétiquement. Alors, ce qui est intéressant, si on regarde les populations actuelles, c'est d'une part que ça diminue évidemment du nord au sud, la part dite steppique, mais si vous regardez les différentes populations, eh bien, il n'y a aucune différence entre celles qui parlent des langues indo-européennes, donc la plupart, et celles qui ne parlent pas des langues indo-européennes. C'est-à-dire ici, l'estonien, attendez, j'ai fait une, l'estonien, le hongrois, l'Étrusque, les gens de Toscane qui sont censés descendre de l'Étrusque, les Basques. Il n'y a pas de différence entre les locuteurs de langue indo-européenne ou non indo-européenne. Alors on va dire oui, mais du temps a passé, etc. Mais c'est le seul cas où on pourrait justement confronter la biologie avec les langues. Alors il y a néanmoins eu un grand colloque juste après, où j'étais présent, d'ailleurs on me voit ici, pour discuter de ces résultats, et le consensus qu'il y a eu, c'est que finalement il n'y avait quand même pas de consensus, puisque archéologie et biologie ne coïncidaient pas vraiment. D'ailleurs, dès l'année d'après, ils ont proposé un modèle dit hybride, beaucoup plus compliqué, où c'était plus seulement les steppes qui étaient en cause, mais maintenant le Caucase et le Proche-Orient. Et si on reprend effectivement les ressemblances entre les poteries, c'est pas vraiment les mêmes. Néanmoins, il y a eu, vous avez peut-être suivi l'an dernier, toutes sortes d'articles dans la presse grand public sur le peuple le plus meurtrier de tous les temps. Pourquoi? Parce que les gens des steppes seraient arrivés et auraient détruit, massacré tout le monde en Europe. Pourquoi? Parce que effectivement, génétiquement, le patrimoine génétique et les sous-groupes génétiques qu'on appelle R1A, R1B viendraient des steppes. Alors la question est, est-ce qu'il y a des preuves archéologiques de ces massacres? Le problème, c'est qu'il n'y a que 2 massacres connus pour ces périodes, et on connaît des massacres archéologiquement à toutes les périodes, hein, du néolithique et jusqu'à nos jours. Mais on n'en a que 2. Un à Eulau en Allemagne, mais il se trouve que la population massacrée, c'est des gens de la céramique cordée qui ont été tués par leurs voisins de la céramique cordée, donc c'est pas utilisable. Et on a un autre grand massacre, cette fois en Pologne, où les gens qui sont massacrés sont effectivement des gens de la population néolithique locale, qu'on appelle des amphores globulaires, et qui génétiquement n'ont rien à voir avec les steppes ni la céramique cordée. Le problème, c'est que quand on regarde le massacre en question, eh bien, on n'a pas ce qu'on s'attendrait à trouver, c'est-à-dire essentiellement des hommes, puisque le peuple le plus meurtrier de tous les temps arriverait, tuerait tous les hommes, épouserait ou violerait les femmes, et ainsi s'expliquerait cette migration et la diffusion des langues européennes. Le problème, c'est que dans ce massacre, sur une vingtaine de personnes, on a essentiellement des femmes et des enfants. Donc, le contraire de ce à quoi on s'attendrait. Et si on prend ce qui se passe juste après, on a un autre phénomène qu'on appelle les gobelets campaniformes, en gros entre 2600 et 2200 avant notre ère. Et ceux-là, on commence à les connaître génétiquement, et ils ont 2 composantes complètement différentes, alors que c'est la même poterie
mais au nord, ils sont plutôt liés aux cordées, au sud, ils sont complètement différents, plutôt liés au patrimoine génétique des agriculteurs. Donc, donc une même culture au sens archéologique, mais deux patrimoines génétiques. Donc, ce qui montre qu'on ne peut pas faire équivaloir gènes et culture. Si bien qu'on est amené à s'interroger sur le point de départ, c'est-à-dire sur ce fameux arbre généalogique et ce point origine qu'on va trouver, vous allez trouver sur Internet toutes sortes d'arbres des langues indo-européennes et maintenant avec ces techniques de ressemblance entre langues dites phylogénétiques, celui-là faisant remonter l'éclatement plutôt à l'époque de la colonisation néolithique, donc l'hypothèse de Renfrew, et celui-là, au contraire, l'éclatement vers 4000, 3000, donc plutôt l'hypothèse steppique, mais aussi des modèles plus complexes, et même un modèle de proximité en réseau qui avait été proposé dès 1960 par l'anthropologue américain Alfred Kroeber. Là, les points du schéma sont les langues indo-européennes, germaniques, celtiques, grecques, sanskrit, arménien, balte, slave, et donc les ressemblances entre ces langues sont essentiellement géographiques, et c'est donc un modèle en réseau plutôt qu'un modèle en arbre. Parce que si on interroge d'un peu plus près le modèle, je vous ai montré les ressemblances entre le nom pour dire le père et la mère, mais en fait, si on prend les 14 familles de langues, il y a une seule racine qui est commune à ces 14 familles. Et même si on supprime les langues moins bien connues, et si on descend à 12 familles, ben on n'a encore que 28 racines, et même à 8 familles de langues, on n'a encore qu'une centaine de racines. Alors bien sûr, ça exclut le hasard, mais ça montre qu'il y a moins d'homogénéité qu'on va le dire. Alors on va dire, mais oui, mais c'est le renouvellement du lexique au fil du temps, ça change, c'est bien normal, etc. Et dans ce cas-là, le raisonnement est circulaire, si vous voulez. D'accord, pourquoi pas, mais tout autant, pourquoi James Mallory lui-même le reconnaît. Il dit qu'il n'y a que 1% du total des langues, etc. Et que dans les trois quarts des langues, les trois quarts des racines, elles sont attestées que dans un petit nombre de langues, et sur les verbes, c'est une linguiste italienne à partir du dictionnaire des racines verbales qui arrive aussi à un résultat négatif. Il y a 14 racines communes à au moins 6 familles de langues, donc ça fait pas énormément. Et si on prend la fameuse fable indo-européenne, en haut vous avez la version de Schleicher dont je parlais, et là vous avez la version, deux autres versions de linguistes américains, Cortland et Bird, et vous voyez que ça ressemble pas. Je rentre pas dans le détail, mais l'idée que on aurait une langue originelle bien connue dans ses moindres détails, pour l'instant, ça ne remet pas en cause l'idée qu'il y a une parenté, mais on ne peut pas aller aussi loin dans l'état actuel de nos connaissances. Alors néanmoins, j'étais attaqué non seulement par l'extrême droite, mais aussi par trois linguistes spécialistes de langue asiatique, là, dans Pélar, Sagar et Jacques, dans le bulletin de la Société de linguistique de Paris. Vous pouvez le lire, c'est sur HAL. Avec mon collègue Gabriel Bergogneau, on a répondu à cet article, mais cette fois, le bulletin de la Société de linguistique de Paris n'a pas voulu le publier dans son état actuel, donc vous pouvez aussi le lire sur HAL, et on prépare un article plus développé. Je prépare aussi un petit livre de réponse à l'ensemble des critiques. Alors, est-ce qu'il y a d'autres modèles? Dès le 19e siècle, des élèves de Schleicher avaient proposé, comme Schmitt, un modèle au contraire dit de vague, c'est-à-dire vous jetez une poignée de cailloux dans l'eau, ça fait des ronds, et ces ronds vont s'entrecroiser, et vous allez avoir une homogénéité progressive.
également Hugo Schurart, autre élève de Schleicher, a été le premier à s'intéresser aux langues mixtes et au créole, et un peu plus tard, Nikolai Trubetskoy, un des fondateurs de la linguistique structurale, s'est aussi prononcé contre. Parce que de fait, vous avez beaucoup de langues dites mixtes. Vous avez tout ce qui est créole, pidgin, l'anglais, une bonne partie de son vocabulaire, l'ordre des mots, la disparition des déclinaisons est très proche du français. Dans le roumain, il y a beaucoup de mots slaves, même après la purification ethnique du 19e. Le yiddish est un autre exemple. Le vietnamien est un mélange avec le chinois, etc., etc. Et vous avez même des phénomènes plus larges comme ce que Trubetskoy définit comme linguistique aréale ou Sprachbund, où vous avez les convergences dans un même endroit. Donc on a ce qu'on appelle les balkanismes, là où vous avez les quatre langues balkaniques actuelles, roumain, albanais, grec et bulgare, ont acquis au fil des années toutes sortes de ressemblances en s'écartant de chacune des familles indo-européennes d'où il était issu. Et là, c'est le travail d'un linguiste anglais, Massica, ce qui montre en gris, là vous avez en horizontal une trentaine de traits linguistiques, de traits de grammaire, donc pas de vocabulaire. Et puis vous avez une série de langues. En gris, les langues indo-européennes et en blanc, les langues non indo-européennes d'Asie. Et on voit que par exemple, le hindi ressemble beaucoup plus à d'autres langues d'Inde ou de langues d'Asie qui ne ressemblent, y compris au persan et aussi sinon aux autres langues indo-européennes d'Europe. Donc il y a cet effet de proximité. Et un autre linguiste français, cette fois, Callion, a proposé également, sans évidemment prendre parti, des modèles de ressemblance entre langues qui n'est pas strictement l'arbre, même si là, ça peut se conjuguer avec l'arbre. Donc, au point où on en est, on ne peut pas dire que ce schéma invasioniste avec un point de départ unique et le peuple très violent qui prend la conquête et part à la conquête du monde serait la seule hypothèse possible. Ce qui est intéressant d'un point de vue idéologique et du mythe d'origine, effectivement, c'est que ça apparaît chez en Europe au XVIIIe siècle, au moment où les Européens inventent l'idée d'Europe, parce que l'Europe, c'est le seul continent qui n'est pas clairement délimité d'un point de vue géographique, c'est une presqu'île de l'Asie, où ils vont inventer cette race caucasienne et où ils vont s'inventer des ancêtres. Parce que les Européens, l'Europe chrétienne est dans une espèce d'impasse idéologique, puisque à la fois leur mythe d'origine c'est la Bible et en même temps leurs pires ennemis de l'intérieur, ceux qu'on massacre quand il y a un problème, c'est les Juifs. Donc c'est une situation que j'ai qualifiée de schizophrénique. Donc cette idée indo-européenne, quelle que soit la réalité linguistique, mais évidemment tombait à pic. Et au XIXe siècle va naître l'idée de l'État-nation, donc on va essayer de définir des langues, comme à chaque fois, des langues, des cultures, et en même temps, c'est l'époque de la colonisation du monde, donc qui offre aussi un modèle miroir pour comprendre le monde. Et pourquoi est-ce que c'est une science allemande? Pendant tout le XIXe siècle, pas parce que les universités allemandes la philologie allemande serait meilleure que tous, c'est que pour les Allemands jusqu'en 1871 et pas complètement, sont éparpillés entre différents petits États, empires, royaumes, principautés. Donc leur seule unité, c'est la langue. Donc un intérêt particulier à la langue. Donc d'où cette idée d'indo-germanen.
Donc, si on met le nazisme entre parenthèses, on est toujours dans ce même modèle, et modèle qu'on peut appeler cauchinien, puisque je parlais de Cauchinat tout à l'heure, puisque les changements de langue, ça serait forcément des conquêtes. Les cultures archéologiques, ça fonctionne comme des États-nations, alors que c'est des choses beaucoup plus fluides, qu'il y aurait une coïncidence entre langue et la culture matérielle, et que les langues, effectivement, ce seraient des êtres biologiques qui se reproduiraient suivant le modèle de l'arbre généalogique. Donc on a souvent affaire à des cercles vicieux interdisciplinaires. Les archéologues, ils disent les linguistes sont démontrés, donc je vais essayer de le trouver. Maintenant, c'est les généticiens qui s'en sont mêlés, et donc que on avance de manière circulaire. Et j'avais été très intéressé par un article ancien de James Mallory qui disait, et c'est ça qui m'avait poussé notamment dans cette direction, que s'il n'y a pas de solution simple, c'est peut-être que que le problème est mal posé. Donc je me répète, et c'est ma dernière image, je ne remets pas en cause ces ressemblances linguistiques, mais c'est le modèle lui-même de la migration intégrale qui doit être questionné, et aller vers des modèles plus complexes et beaucoup plus disciplinaires, pour rendre compte de cette question tout à fait passionnante. Voilà.